Donc le diagnostic est fait, là je crois qu'on comprend pourquoi on est confronté à cette difficulté croissante pour faire en sorte que les marchés puissent contribuer au bon fonctionnement du droit au logement. On voit bien en quoi c'est largement contradictoire, à la fois du fait des mécanismes de spéculation induits par la financiarisation et par les mécanismes de hausse des prix du foncier induits par la promotion immobilière. À partir de ce constat, on les a déjà esquissés. Quels sont les remèdes, les solutions qui peuvent être envisagées? Donc, je repasse la parole à Isabelle, là, qui, à partir de son expérience européenne, va pouvoir nous dire quelles sont les quelques solutions qu'elle a repérées qui seraient à même de pouvoir commencer à remédier à cette situation. Oui, donc il faut construire du logement qui soit non spéculatif, qui n'a pas de valeur, effectivement, sur un foncier public ou semi-public, ou qui appartient à des organismes non lucratifs, puisque le sol, c'est la mère du logement. Ça m'étonne quand même que nos politiques, je pense à notre ministre du Logement actuel, sont toujours dans la logique il faut construire plus pour faire baisser les prix. Or, maintenant, c'est quand même très bien documenté. Construire plus ne fait pas baisser les prix. Au contraire, il exacerbe la concurrence sur les terrains disponibles et donc il faut monter les prix. Je ne dis pas qu'il ne faut pas construire, mais ce n'est pas ça qui fait baisser les prix. On se rappelle le choc d'offre de Macron, mais en fait, personne n'y croyait à son choc d'offre, objectivement. Je crois que là, il fait une relance. Bon, les promoteurs privés, peut-être, ils croient un peu, mais ils n'ont pas compris les ressorts du marché immobilier. Ça m'étonne toujours. Et donc, faire du logement non spéculatif, il n'y a pas 1000 manières de le faire, mais il y en a plusieurs manières. Il y a le logement social tel qu'on le connaît, à condition de ne pas le vendre. Et je parlais de la ville de Vienne. La ville de Vienne n'a jamais vendu, je dirais même, ni même démoli un seul logement. Et pourtant, des grands ensembles à l'architecture brutaliste que nous, on aurait dynamité, eux, ont fait la queue pour y habiter. Donc, il y a le logement social. Et là, le logement social doit être mixte socialement. Si vous voulez tuer le logement social, vous le réservez aux plus pauvres. Il faut qu'il soit enviable par les élus, par les riverains, par les habitants. Donc il faut qu'il soit mixte. Et donc l'idée de dire les gens, on va virer les gens pauvres ou les seniors qui utilisent des grands logements alors que ça permet peut-être de faire un petit peu de choses, mais il ne faut pas tuer le logement social. Et je me rappelle le maire de Chambéry, Pierre Repentin, je défie n'importe quel maire de dire à la dame, parce qu'on dit toujours, il est là, de 70 ans, madame, il faut quitter votre logement social parce qu'il est trop grand pour vous. Aucun maire ne le fera. Aucun maire ne le fera. Donc peut-être qu'il incitera, qu'il vous donne un 2 pièces ou un 3 pièces au même prix, mais ça c'est de la dentelle. Donc il faut qu'il soit mixte socialement. Donc le logement social, bon, on connaît bien. Nous, on a un système de financement génial. Je le dis, c'est jamais l'argent qui manque pour faire des logements sociaux. Avec la Caisse des dépôts qui centralise les livrets A, l'épargne populaire et qui la redistribue sous forme de prêts aux bailleurs sociaux. Mais l'autre manière, et qui commence à se développer en France, qui est inspirée d'une disposition américaine, donc vous voyez, ça ne vient pas d'un pays gauchiste, qui s'appelle les Community Land Trust, où le land appartient à un trust, à une société, le land c'est le terrain, appartient à un trust qui est géré par la communauté. Il y a un grand Community Land Trust aux États-Unis qui est à Burlington, dont le maire était Bernie Sanders. Et donc, il n'y a pas énormément de logements aux États-Unis, mais le terrain appartient donc à un organisme non lucratif
et les occupants achètent le bâti, enfin c'est une construction juridique, mais achètent le bâti et ne peuvent le revendre qu'à un prix contrôlé. Alors aux États-Unis, ils intègrent une partie de la plus-value, ils estiment la valeur du bien par rapport au logement comparable du voisinage, et 25% de la plus-value va à l'occupant et 75% au trust. Alors il y a plusieurs formules, hein, mais d'un air de dire on partage la plus-value, bon, il y en a 25% pour vous et il y en a 75% pour le trust. On va être obligé d'accélérer. Oui. Et donc, nous, on a importé ce système avec les organismes fonciers solidaires et les baux réels solidaires qui plaît beaucoup aux élus. Et il y a à peu près 20 000 logements construits ou en construction aujourd'hui par ce qui permet en fait une forme de statut hybride entre la propriété et la location. Et en France, on peut revendre son logement qu'au prix initial avec l'inflation, enfin indexé sur l'inflation. Et le troisième mode, c'est les coopératives, où c'est une espèce de propriété collective, où la coopérative détient l'immeuble qui est loué aux occupants à prix coûtant, non lucratif, en intégrant les réparations futures, ce qui est quand même très vertueux pour entretenir les immeubles. Et les locataires, on voit au chapitre, puisqu'ils sont sociétaires, membres de la coopérative et décisionnaires avec le principe coopératif, une personne, une voix, de la coopérative. Et ça, dans certains villes, c'est assez développé. Alors ce modèle coopératif est très très bien développé dans le livre d'Isabelle. Je vous incite à l'acquérir et vous pourrez voir les exemples très concrets de ce développement qui, malheureusement, n'est pas très fort en France, mais qui est très fort dans d'autres pays. Notamment en Suisse et en Allemagne. Très fort, il n'y a que 10% de logements coopératifs. 5% de logements coopératifs à Genève. Enfin, ils veulent monter à 10%. D'accord. Oui, il y a un gros développement. Mais à Zurich, c'est 25%. Voilà, on va donc terminer par les propositions de David là, pour remédier justement à ces dysfonctionnements du marché du logement et faire en sorte que la réponse aux besoins de logement et le respect du droit au logement soit mieux satisfait par les solutions qui pourraient être apportées par rapport notamment au dysfonctionnement que vous avez expliqué tout à l'heure. Alors, le CLR avait proposé de réguler les prix fonciers. Et tout le monde est tombé d'accord. Le CLR, et moi, je me méfie un peu des propositions consensuelles. En tout cas, quand elles ne sont pas bien détaillées. Parce que réguler, ça veut dire trouver un moyen peut-être de faire peut-être un indice, que ça n'augmente pas trop, etc. Okay. Le problème de la régulation, c'est que généralement, ça crée un marché noir. Alors, dans l'immobilier, malheureusement, les marchés noirs, ça existe. Donc, ça veut dire qu'on va payer une partie vraiment, puis on peut se imposer, puis on paie une partie autrement, ça ne sera pas imposé. Par ailleurs, en fait, le problème, c'est qu'il y a aussi tout le foncier, ça c'est quand le foncier nu se vend, mais comment serait géré le foncier qui est déjà dans les prix d'immobilier. Quand vous achetez à 13 000 à Paris, le coût de construction c'était 3 000 euros au grand maximum. Hein. Donc cette valeur est déjà. Donc moi, à la régulation, je préfère la taxation. Et je reprends une idée qui a été développée par Étienne Bassner et Alain Tranois, qui sont des économistes plutôt libéraux, dans le grand retour des terres dans nos richesses, et pourquoi c'est une bonne nouvelle. En fait, eux, ils disaient, en gros, la richesse foncière en France en 2023, c'était 7 000 milliards d'euros. Ils proposent de la taxer à 2%, d'utiliser 1% pour enlever les droits de mutation, qui sont des impôts très injustes. C'est quand on vend son appartement, on paye 7,6%. C'est-à-dire quand on divorce, on paye 7,6%. En fait, c'est des impôts qui limitent la fluidité. Alors qu'on voudrait plutôt que les gens puissent acheter où ils peuvent et vendre plus vite. En tout cas, ces impôts-là, mais c'est quand même aussi des impôts qui payent le RSA. Donc, quand il n'y a plus assez de transactions, le département ne peut plus payer le RSA. Donc, quand le marché immobilier va mal, les gens qui n'arrivent plus à se loger, en plus, alors, pour l'instant, c'est le département qui s'endette, mais potentiellement, ça met en danger le RSA. Donc, ils proposent de supprimer ça, et après, eux, ils proposent, comme ils sont libéraux, d'utiliser le 1% restant pour alléger les charges patronales,
et les impôts sur le capital et le travail. Moi, je proposerais plutôt une encore plus vieille idée, qui est celle d'Edgar Pisani, qui était un ministre de Gaulle passé socialiste, qui a écrit un livre très atypique et très intéressant, qui est assez introuvable, mais en bibliothèque, vous l'avez, qui s'appelle L'Utopie foncière, et qui en fait propose plus ou moins le BRS. Et il propose qu'en fait, que le 1% restant serve à acquérir le foncier par le public, par des sortes d'EPF, enfin des organismes, le ministre de ça, mais par ça c'est de la technique. L'idée c'est qu'en fait, on est tous locataires de la terre. Hein. On ne l'a pas créée, elle sera là après nous, elle était là avant nous. On l'a produit pas. Il n'y a aucune raison économique privée sur propriétaire du terrain. Il y a plein de pays, Singapour, 90% du terrain est de l'État. Hong Kong, c'est pareil. En fait, il y a plein de modalités. Voilà, il y a plein de modalités différentes. Ce qui ne veut pas dire qu'on sera tous économie administrée, c'est soviétique, le logement, les parties communes sont gérées par l'État. Ça veut dire qu'on peut faire des baux à construction, on peut faire des BRS, on peut faire plein de choses, mais que la valeur qui est captée dans le terrain, qui est en fait la valeur du terrain, c'est la valeur de tous les équipements publics qu'on a conçus autour et de tous les immobiliers qu'il y a autour. On n'est jamais responsable de la valeur de son propre terrain, sauf si on a un immense terrain qu'on a construit soi-même la ville. Bon, à part au Rhône-Cité, il n'y a pas toujours d'autre cas. Mais du coup, on pourrait taxer cette valeur-là, ça représente quand même 70 milliards d'euros. Et pour si les gens n'arrivent pas à payer, on prend une partie de leur propriété foncière, et ce qui permettrait à terme leur On peut aussi financer la rénovation thermique en lieu de mettre des subventions qui sont soit insuffisantes, soit d'opportunités, pouvoir proposer aux gens d'acheter leur foncier, leur laisser l'immobilier. Moi, je travaille à Roubaix, il y a plein de propriétaires pauvres à Roubaix, de maisons qui sont assez invivables. Et en fait, ils seraient tout à fait d'accord de renoncer à leur droit à la spéculation. De toute façon, ça ne va pas tout de suite. Vous pouvez imaginer qu'un jour, ça ira mieux à Roubaix. Mais de renoncer à leur droit à la spéculation si ça leur permet de ne pas avoir froid l'hiver, de ne pas payer 4000 balles de chauffage. Donc, en fait, il y a plein de modalités comme ça qui s'ouvrent et qui, tout en respectant le droit de propriété, qui est un point important également, sont la voie vers laquelle aller. Et la régulation du foncier par rapport à ça me semble un peu un mirage. Enfin, c'est pas pour rien qu'on est d'accord, parce qu'on sait que ça ne va pas se passer exactement comme ça et que le diable sera dans les détails. Merci.